merci, hein, merci Claire de m'avoir invité. Merci à vous qui êtes présents. Malheureusement, je ne vous vois pas, donc ça c'est toujours un peu frustrant. Mais bon, je vais vous imaginer en tout cas. Oui, donc, alors c'est pas pour vous parler de mon bouquin, parce que je vais surtout pas trop vous en parler, sinon vous ne l'achèteriez pas. Mais non, je vais vous parler vraiment du soft power et surtout du soft power comme clé de voûte de la guerre économique systémique. Hein. C'est-à-dire, je vais vraiment essayer là dans l'heure que nous avons ensemble de relier les deux. Hein. Ça va pas, je vais pas faire un panorama de tout ce qui existe sur le soft power parce que c'est un sujet, vous allez voir. Puis on tire la ficelle de la pelote, le fil de la pelote, puis on se rend compte que la pelote elle est absolument gigantesque. Donc l'idée c'est vraiment de réfléchir ensemble, de poser des bases, des jalons sur l'intersection qu'il y a entre le soft power et la guerre économique systémique. Donc, avant de commencer, juste pour vous prévenir qu'à la fin de la conférence, vous me laisserez 5 minutes, vous pourrez retrouver en fait ce diaporama sur mon site, conférence Hillery, hein, sur mon site perso. C'est pas la peine d'y aller maintenant, il n'est pas visible. Hein. Voilà, donc, mais vous inquiétez pas, je le mettrai en ligne tout de suite après la conférence. Voilà, je pars du principe qu'il vaut mieux disséminer la connaissance, ça sert à rien de la garder pour soi. Voilà. Donc, ceci dit, on commence, on tape dans le dur tout de suite, puisque je parle du soft power dans le cadre de la guerre économique systémique. Commençons par expliquer rapidement ce qu'est la guerre économique systémique. Donc là, je me réfère bien entendu au principal auteur hein, qui a développé ce concept, qui est Christian Arbulot. La guerre économique systémique, c'est un mode de domination qui évite de recourir à l'usage de la puissance militaire et qui vise donc à imposer une suprématie durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, pour casser tout de suite un certain nombre de malentendus ou de fausses idées, contrairement à ce qu'on peut lire aussi parfois, la guerre économique, c'est pas un gentil wargame où les entreprises auraient remplacé les tanks, etc. Ça, c'est la vision néolibérale de la guerre économique, parce que si vous voulez, les néolibéraux n'ayant pas pu tuer le concept de guerre économique, puisqu'il est devant nos yeux, donc au bout d'un moment, nier la réalité, c'est très compliqué. Ce qu'il faut à ce moment-là, c'est transformer la réalité. Et donc dire oui, c'est vrai, il y a un durcissement de la compétition, il y a une hyper-compétition, il y a parfois une compétition qui tourne mal. Non, la guerre économique, c'est pas une métaphore, puisque si on reprend la définition de ce qu'est la guerre, alors je me réfère notamment au remarquable travail que je vous conseille, puisqu'on arrive aux abords des fêtes de Noël, je vais vous conseiller un certain nombre de livres à absolument commander au Père Noël, en plus du mien, bien sûr. Il y a notamment celui d'Éric Delbecq, hein, qui s'appelle L'histoire de la guerre, pas que de la guerre économique, hein, l'histoire de la guerre pour les nuls, où il a fait vraiment une compilation de tous les écrits sur la guerre, il fait une synthèse, enfin, c'est assez remarquable. Et que nous dit Éric Delbecq? Il nous dit la guerre, c'est quoi? Si on prend l'ensemble des auteurs sérieux qui ont travaillé sur le sujet, eh bien, c'est une agression collective et organisée. C'est un acte de violence qui vise la soumission de l'autre. Donc la guerre n'est pas nécessairement militaire. Si je peux soumettre l'autre, la volonté de l'autre, sans guerre militaire, pourquoi pas? Voilà. Donc ça c'est absolument crucial à comprendre. D'ailleurs, si vous reprenez l'art de la guerre de Sun Tzu, que vous avez tous lu, j'imagine, Sun Tzu nous dit bien que le summum de l'art de la guerre, c'est de vaincre sans combattre. Donc c'est de soumettre l'autre sans même combattre militairement. Voilà. Donc ça, c'est important à noter. Donc les actes de guerre économique sont le plus souvent cachés dans la lumière. J'y reviendrai après. Hein. D'où la difficulté, d'ailleurs, de trouver des fois des preuves. Voilà, c'est toute la difficulté. Et on verra aussi qu'évidemment, ce sont souvent des actes qui se reposent plutôt, j'ai bien dit plutôt, sur la ruse que sur la force. Ce qui ne veut pas dire que la guerre économique n'utilise pas la force, puisque on le verra notamment au niveau des États-Unis ou de la Chine, il y a bien entendu des stratégies conjointes de hard et de soft. Et contrairement aussi à une idée, ça j'en parlerai pas aujourd'hui, mais j'en profite pour en parler, la guerre économique, ça fait des morts. Hein, parce qu'on entend souvent dire non, ce sont des morts virtuelles, ce sont des chômeurs, etc., etc. Bien sûr, il y a des chômeurs, etc. Donc, ils ne sont pas morts au sens physique du terme,
mais il y a aussi des morts. Hein. Demandez aux militants écologistes qui se font tuer chaque année, etc. Donc, voilà, ce sont quand même des conflits durs. Donc, la guerre économique, elle n'est pas métaphorique. C'était en guise quand même de préambule. Alors, le soft power. Alors, bien sûr, le soft power, évidemment, on est d'accord, ça existe depuis très très longtemps. J'avais fait une visite, j'en parle dans mon bouquin, du musée du Louvre par le directeur de la Sûreté qui nous avait fait une visite du musée du Louvre quand je faisais l'INESJ, l'Institut national des études de la sécurité et de la justice, et lui, il nous l'avait fait sous la thématique du soft power. On a visité le Louvre, alors on avait vu notamment comment Louis XIV a fait du soft power, etc., etc., en réunifiant le pays par la langue, par la gastronomie. Bon. Donc ça existe depuis très longtemps, le soft power. Quelque part, la poule au pot d'Henri IV, c'est du soft power. Mais bon, pour être plus sérieux d'un point de vue académique, le concept même de soft power, hein, sa théorisation, elle date en fait d'une polémique, d'une discussion académique entre deux grands auteurs, juste après la chute du mur de Berlin. En 1989, vous avez le Britannique Paul Kennedy, un historien britannique, qui publie un ouvrage sur la naissance et le déclin des grandes puissances. Et une année plus tard, Joseph Nye lui répond hein, dans un ouvrage qui s'appelle Born to Lead, où il dit que non seulement il n'y a pas de déclin des États-Unis, de l'Empire américain, simplement il y a une mutation de la puissance et qu'on va aller de moins en moins sur le hard, parce que les peuples accepteront de moins en moins, bien sûr, les guerres militaires. Il y aura probablement plus de conflits mondiaux comme on en a connu au XXe siècle, mais on va de plus en plus vers le soft power, même si, bien sûr, il ne dit pas que le hard power va disparaître, mais voilà. Donc le soft power, pour Nye, hein, mais je dirais que c'est la définition qu'on retrouve maintenant de manière systématique, ce sont donc ça repose sur des ressources intangibles, telles que l'image, la réputation d'un État, son prestige, ses performances économiques. Vous savez, on passe son temps à dire le PIB, est-ce qu'on va être 5e, 6e, 7e, 9e, etc. Ses capacités de communication, degré d'ouverture de sa société, l'exemplarité de son comportement. On pourra en parler peut-être lors des questions, parce que je pense qu'en ce moment, le soft power français, même si on est toujours assez haut dans le soft power, on prend un coup avec ce qui se passe en France. Et d'ailleurs, on a des pays qui savent bien piquer là où ça fait mal. Je vous en parlerai aussi avec le soft power considéré par Joseph Nye comme négatif de la Russie. C'est Nye qui parle. Hein. Voilà. Donc, l'attractivité de la culture, des idées religieuses, politiques, économiques. Bon, on a vu le débat très récemment sur la laïcité en France, son rayonnement scientifique et technologique. Voilà. Voilà en gros tout ce qu'on met derrière finalement, enfin ce que met Nye derrière le soft power. Et pour terminer sur ce préambule, sur cette définition, Nye nous rappelle que, et ça je trouve ça intéressant, c'est que le soft power c'est un concept académique qui a migré vers les journaux d'abord et ensuite qui a été utilisé par les leaders en Chine, Indonésie, Europe, États-Unis bien sûr, etc. etc. Nye, je ne vais pas vous faire vous irez regarder un peu son parcours qui est très intéressant. Il est professeur à Harvard, mais il a été aussi conseiller du gouvernement américain. Donc, mais ça, c'est souvent le cas. Vous savez que les États-Unis, c'est le pays où les universitaires conseillent les princes. Hein, je dis ça, si jamais il y a des gens du gouvernement qui nous écoutent, ce serait bien de faire de temps en temps appel aux universitaires, pas uniquement aux gens issus de la même école. Alors, le soft power, c'est plus que la somme de ses acteurs. On est d'accord, bien sûr, si on veut caractériser le soft power américain, on va pouvoir faire une liste à l'après-vert, d'ailleurs, qui est absolument gigantesque, hein, surtout chez les Américains, parce que c'est vrai qu'ils ont énormément d'acteurs, de composants du soft power, hein, beaucoup de fondations, alors j'en ai mis une parmi d'autres, hein, j'ai mis, enfin deux d'ailleurs, j'ai mis la fondation Ford, j'y reviendrai tout à l'heure, qui a joué un rôle très important dans le développement et la conquête de l'anglais dans le monde, hein, après la Seconde Guerre mondiale, qui a été financée par une fondation privée. Les sociétés Soros, hein, qui s'appelle Open Society Foundation. Bon, il y a bien entendu les médias américains
comme CNN, ce ne sont que des exemples, ou la radio Voice of America, bien sûr les institutions financières, les Hollywood, Netflix, Disney, bon, les grandes universités américaines, bien entendu, qui rayonnent intellectuellement, il faut le reconnaître, aujourd'hui, beaucoup de grands penseurs aujourd'hui contemporains sont des penseurs américains. Hein, voilà. Je pense à Stephen Pinker à Harvard, par exemple. Donc, des think tanks comme la Rand Corporation, ce sont que des exemples. Hein. Voilà, évidemment. Mais le soft power, c'est beaucoup plus, bien sûr, que la somme de ces acteurs. Il ne suffit pas d'avoir, bien sûr, c'est nécessaire, mais il ne suffit pas d'avoir des composants pour que le système soit intelligent. Il faut que ce système il soit en ordre de marche. Donc, le soft power, c'est quoi? C'est Claire l'a rappelé, je crois que c'est Pascal Gauchon qui le dit dans un numéro de la revue Conflit consacré au soft power, c'est un pouvoir feutré qui nous étreint et nous enveloppe de toutes parts. J'aime bien cette définition. Et ça va servir à quoi? Ça va servir à blanchir et à verrouiller le leadership. Donc le leadership, vous avez compris, hein, c'est un mot politiquement correct pour dire la domination technologique des États-Unis, si on prend l'exemple du soft power américain, bien sûr, par un double processus de formatage de la connaissance et de captation du savoir. Voilà. Les deux sont concomitants. Ça, c'est vraiment très, très important. Hein, il faut bien comprendre que les innovations, bien sûr, elles naissent parce qu'il y a des gens qui ont des idées, mais aussi parce qu'on formate la connaissance et qu'il y a des choses qu'on va développer, il y a des choses qu'on ne va pas développer. Et c'est d'ailleurs très intéressant de faire des études de ce qui n'est pas développé, d'ailleurs. Et parfois, 100 ans plus tard, on développe quelque chose qui n'a pas été développé, non pas parce que c'était pas intéressant, qu'il n'y avait pas de marché, parce que ça rentrait pas dans les schémas cognitifs, on va dire, de la pensée dominante. Ça, c'est essentiel parce que je vous explique pourquoi les Américains mettent autant de moyens dans les accréditations des universités et des écoles françaises, hein, les écoles de commerce, par exemple, qui veulent absolument... C'est en train de changer, ceci dit. Je crois que le SCP Europe est en train de faire machine arrière, mais veulent avoir leurs accréditations américaines à MBA, CCSB, etc., etc. Parce que les Américains savent que le formatage de la connaissance, en fait, fonctionne comme un puissant attracteur en termes de captation du savoir. Et certains de nos décideurs feraient bien d'y réfléchir un peu, surtout au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et on devrait proposer, nous, un formatage de la connaissance qui soit plus européen, plus en phase avec nos valeurs, que de toujours subir, on va dire, le formatage américain. En tout cas, pour l'instant, c'est le formatage américain. Ça changera peut-être à l'avenir. Donc, le soft power se joue dans le monde dit immatériel. Et si on le rejoint avec la guerre économique systémique, on voit bien que c'est un élément clé, puisque cette guerre économique systémique va viser justement à soumettre l'autre, non plus par la force, mais à le rendre dépendant par la technologie. Ce qui s'est passé ces 30 dernières années avec Internet. Hein. Internet, c'est un long processus, une vraie stratégie, surtout depuis Clinton, hein, donc depuis les années 1990, de domination, d'information dominance, comme disent les Américains, sur le monde. Ça a été pensé, ça a été organisé. Il ne faut pas croire que les GAFAM, il y a des très bons articles dans la revue Diplomatie sur ce sujet, il ne faut pas croire que les GAFAM de la Silicon Valley, c'est simplement des innovateurs qui ont eu des super idées et qui ont trouvé des financeurs privés. Il y a toute une stratégie publique-privée, les deux sont liés aux États-Unis, et beaucoup de startups qu'a racheté Google ont été financées avec de l'argent public, et tout ça, ça fonctionne parce qu'il y a une même volonté de rester leader, en fait. Alors, peut-être pas leader, évidemment, puisque quand on a la Chine en face, on ne peut pas rester le leader mondial en termes de PIB, en termes de manne financière ou de puissance, évidemment, puisque vous avez en face de vous un pays qui fait 1,4 milliard d'habitants, mais vous pouvez rester peut-être le leader Internet. Et d'ailleurs, les Chinois ont très très bien compris ça, puisqu'ils ont tout de suite, vous l'avez bien vu, constitué des géants qui ne soient pas dépendants des Américains, donc l'équivalent des GAFAM, qui sont donc les BATX, hein, les Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, Xiaomi et autres. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on tire ensemble le fil de la pelote du soft power
En faisant un détour, ceux qui ont suivi mes cours le soir vont, ça va leur rappeler quelques souvenirs. Je serai très rapide, mais c'est très important. On va faire un détour par un cadre théorique, un seul cadre théorique, mais qui est absolument majeur, qui est la fameuse boucle ODA américaine. La boucle ODA, c'est très important, c'est pas assez étudié en France, pour ça que j'aime bien, j'en ai fait un peu mon cheval de bataille. En gros, les Américains, c'est des théoriciens, au départ c'est des militaires, comme très souvent dans la stratégie d'entreprise, qui ensuite, bien sûr, cette théorie est passée dans le monde académique et dans le monde des entreprises, qui ont voulu modéliser la prise de décision. Pourquoi on décide et on agit? Eh bien, pour faire très simple, parce que le processus peut se résumer à une boucle ODA, qui veut dire observation, orientation, décision, action. Et ce qui est important, c'est le cœur de cette boucle ODA, ce que vous voyez au centre. Et pour faire simple, en fait, il faut la prendre à l'envers, la boucle ODA. On agit parce qu'on décide. Jusque-là, on est d'accord. Et on ne décide pas parce qu'on a des informations. Contrairement à ce qu'on entend souvent en France, on vous dit avoir la bonne information pour prendre la bonne décision. Les Américains nous disent non. En fait, on prend une décision parce qu'on s'est constitué, parce qu'on s'est construit, individuellement et collectivement, une image mentale de la situation. Cette image mentale, ça va être une construction sociale, une construction psychologique, une construction, etc. Donc cette image mentale, on l'a construite parce qu'en permanence, on est dans un double processus de déstructuration-création des anciennes images et on en crée des nouvelles. Et d'ailleurs, si on crée toujours les mêmes images, ça s'appelle la routine. Et comment on crée ces nouvelles images? Bien sûr, il y a des informations, mais c'est aussi fonction de son histoire, ce qu'on appelle la génétique. La génétique, c'est pas simplement la génétique au sens, bien sûr, de l'ADN, c'est dans un sens un peu métaphorique, c'est l'ADN, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'ADN de l'entreprise, l'ADN d'une organisation, l'histoire d'une nation, l'expérience, les expériences et la culture. Et donc, vous voyez tout de suite que l'impact du soft power sur la boucle ODA, c'est-à-dire comment on va dire, orienter, parce que c'est ça, on est en phase d'orientation, les décisions et les actions, les siennes, mais celles des autres, eh bien, on va le faire en jouant, en influençant l'image mentale, en influençant la culture de l'autre. Et donc, ça se répercute sur son expérience. Si je suis abreuvé de culture, bien sûr, je simplifie, hein, vous comprenez bien, mais de Disney, de McDo, etc., j'ai qu'une envie, c'est d'aller aux États-Unis. Et c'est ce que je raconte dans mon bouquin. Hein. Moi, j'ai été la génération, effectivement, d'abord Goldorak, mais après la génération série américaine aussi. Et donc, j'avais un drapeau américain dans ma chambre, je regardais les séries américaines, je suis allé aux États-Unis, j'avais 17 ans déjà, j'avais envie d'aller faire mes études, de faire un MBA, etc. Bon. Et après, je me suis intéressé à l'Union européenne et j'ai cru que l'Union européenne pourrait être un. Voilà. Mais c'est tout à fait normal quand on est, on baigne. Dans Apple, dans Microsoft, etc., on s'imprègne de la culture américaine. Et les Américains l'ont bien compris. Aujourd'hui, dans les collèges français, c'est des iPads de plus en plus, c'est du Netflix. Enfin, et encore une fois, il ne s'agit pas c'est pas une critique du tout. Hein, je trouve que c'est une manœuvre de domination absolument remarquable de la part des Américains. Donc, vous voyez qu'en influençant la culture, l'expérience, et même au bout d'un moment la génétique. Moi, je fais encore partie d'une génération où on traduisait les titres de films. Moi, le Star Wars, ça s'appelait La Guerre des Étoiles. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, là, quand les magasins vont rouvrir, enfin, les magasins qui n'ont pas rouvert, mais on va pouvoir faire du click and collect. Je pense que Jacques Toubon, qui est à l'origine de la loi sur la protection du français, s'il lui restait des cheveux, il se les arracherait. Voilà. Mais tout ça n'est pas le fruit du hasard. Tout ça, c'est le fruit d'une politique très intelligemment menée de soft power. Voilà. Donc ça, c'est important, cette boucle ODA, parce que la deuxième partie de la boucle ODA, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce que nous disent les Américains, c'est qu'il faut raccourcir sa propre boucle et allonger la boucle de l'adversaire. Donc on raccourcit sa boucle par l'harmonie et on allonge la boucle de l'adversaire par le désordre. Alors en ce qui concerne le soft power, c'est pas tant le désordre que l'influence qu'on va mettre. Et je prendrai un exemple pour illustrer ça, pour en prendre plein, hein. Ça va être la langue. D'ailleurs, quand vous regardez bien, nos cousins québécois qui sont pourtant très acculturés, ce sont des Nord-Américains qui parlent français, hein, c'est ceux-mêmes qui le disent, ils sont à la fois très ouverts sur la culture nord-américaine, ben, ils baignent dedans, parce que, voilà, ça ne les empêche pas de défendre leur langue, parce qu'ils ont compris que la langue c'était l'identité, et donc c'était et que l'identité c'est toujours
par l'identité qu'on a une stratégie et qu'on reste souverain. Voilà. Et donc, la langue, c'est un des vecteurs majeurs du soft power. Et pour ça que je vous ai mis cette citation que vous retrouverez dans les diaporamas, vous la regarderez plus en avant, mais qui me paraît tout à fait majeure, de Claude Agege. Claude Agege, il était ancien prof à Poitiers, mais surtout, il a été professeur au Collège de France. C'est un linguiste qui parle, je ne sais plus, 20, 30 langues. C'est quelqu'un d'extrêmement ouvert aux cultures, quelqu'un d'absolument remarquable. Et Claude Agege, dans un petit livre que je vous conseille, qui s'appelle Le français, Histoire d'un combat, il vous explique qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, les pays anglophones n'ont pas vu l'anglais se développer uniquement en laissant l'anglais se développer parce qu'il était naturel que l'anglais se développe, parce que ça apparaissait comme une évidence pour les gens que c'était la langue de la culture, etc. Ils ont mis des moyens énormes, notamment, je vous le disais, la fondation Ford a distribué, par exemple, dans les années 70, 60 millions de dollars sur les 5 continents pour former des professeurs d'anglais en Côte d'Ivoire, en Algérie, au Liban. C'est là où on retrouve la boucle ODA, c'est-à-dire agilité, paralysie, dans des pays qui étaient officiellement francophones. C'est-à-dire qu'ils sont venus attaquer là où ça faisait mal, des pays, bien sûr, après la décolonisation. Ils se sont dit, la France est en difficulté, donc on va en plus, nous, on va pouvoir mettre le paquet. Mais ça s'est fait avec des dizaines de millions de dollars. Ça s'est pas fait comme ça, les gens ne sont pas dit du jour au lendemain, tiens, je parlais français, maintenant je vais me mettre à l'anglais, youpi, quoi. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut se battre, hein. Il faut se battre pour la francophonie. En plus, la francophonie, c'est tout à fait majeur. Ça va être, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais plusieurs centaines de millions de locuteurs dans les décennies qui viennent. Donc il faut vraiment utiliser le levier de la francophonie, mais ça ne se fait pas en dehors d'une vraie politique. Voilà. Politique concertée, bien sûr. Encore faut-il d'ailleurs, si on veut développer la francophonie, qu'on n'empêche pas aux étudiants francophones africains de venir étudier en France. Alors, faire ça, ça va en jouant contre son soft power. Donc, la ruse, vous voyez bien, elle est au cœur de la guerre économique systémique. La guerre économique, hein, sans ignorer la force et la coercition, hein, je donne l'exemple de l'extraterritorialité du droit américain, hein, c'est une forme de soft power, mais en même temps, ça utilise la force. Hein. L'extraterritorialité du droit américain, elle fonctionne parce qu'on met des gens en prison aussi. Hein, et on va en parler après avec, je vais vous rappeler très très brièvement l'affaire Alstom, vous la connaissez tous, je pense, mais je vais plutôt l'aborder côté soft power. Voilà. Ça donne d'abord une prime à l'attaquant, toujours, et ça privilégie bien sûr l'action invisible et des formes d'encerclement cognitif. Le soft power américain, c'est là vraiment, je veux insister là-dessus, si on prend l'exemple du droit américain, de ce qu'on appelle l'extraterritorialité, l'erreur serait de voir uniquement l'extraterritorialité comme étant un rapport uniquement de force ou coercitif, même si bien sûr on met en prison, dans le cas de l'affaire Alstom, je vous rappelle des cadres dirigeants d'Alstom qui sont accusés d'avoir fait de la corruption sur des marchés étrangers, d'accord, ça c'est le hard. Mais dans le soft, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et c'est là où la France d'ailleurs et où Alstom a fait des erreurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté, lorsqu'on est un pays comme la France, signer, ratifier des accords, des conventions type celle de l'OCDE pour lutter contre la corruption, hein, à la fin des 90, début des années 2000, et dans le même temps, continuer à pratiquer une forme de corruption. Car nécessairement, finalement, on pratique contre des lois ou des conventions internationales qu'on a soi-même signées. Mais tout ça, ça a été préparé en amont. Et bon, ça, donc là, j'ai pas le temps de tout raconter, mais ça, je le raconte bien. Il se trouve que quand je travaillais à Intelco avec Christian Arbelot, Général Piché-Duclos, etc., ils m'ont envoyé assister en 1994. Vous voyez, ça remonte quand même. On est quoi? On est 20 ans avant l'affaire Alstom et on est un peu moins de 10 ans avant les conventions que va signer la France contre la corruption. 94, c'est l'arrivée en France, première réunion qui a lieu à l'Assemblée nationale, avec des gens choisis un peu, pas par hasard, je pense. On assiste à quoi? On assiste à la présentation d'une ONG
qui s'appelle Transparency International. Et donc, qui, vous savez, va en fait demander aux États de la financer pour sortir un classement des pays qui font le plus de corruption. Donc, en fait, toutes ces lois anticorruption ont été préparées en amont par les Américains, et évidemment, c'est par les Américains, avec des ONG, c'est du soft power. Et ça, c'est vraiment majeur à dire. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir en partie dans cette histoire de la guerre fantôme. Pas vous rappeler toute l'histoire, mais je pense que vous la connaissez tous. Hein. C'est comment en fait Alstom, enfin la branche nucléaire d'Alstom qui fabrique les turbines Arabelle, donc pour transformer l'énergie nucléaire en électricité, comment elle va être en fait rachetée en 2014 par General Electric avec l'appui des procureurs américains, donc du DOJ, du département de la justice américain, parce qu'il y a une enquête en anticorruption sur des affaires qui remontent à plus de 10 années, où des hauts dirigeants, des cadres dirigeants de Alstom auraient donc fait de la corruption sur un marché en Indonésie, si je me souviens bien. Tout ça, mais ça c'est très bien raconté par Frédéric Pierucci. Claire pourra nous en dire un mot à la fin, parce que je crois qu'il est venu à l'IDERE et qu'on peut même trouver sa conférence en ligne. Et voilà, c'est très bien raconté par Frédéric Pierucci dans le piège américain, où un procureur lui sort les emails que lui-même avait envoyés plusieurs années avant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des captations pendant des années d'emails envoyés par un Français, un Indonésien, voilà, par les États-Unis. Voilà. Donc l'affaire, Alstom, comme vous le savez, ensuite va passer donc sous pavillon américain. D'ailleurs, une vente forcée, donc quelque part, puisqu'il y avait ces près de 800 millions de dollars d'amende que devait payer Alstom aux Américains. Bon, tout ça arrivant après d'autres amendes payées par d'autres entreprises, des banques françaises, des entreprises françaises, etc., etc. Bon. En même temps, on peut aussi se dire, bon, dans la boucle ODA, on s'est effectivement fait piéger en termes de guerre systémique par les Américains, mais on s'est aussi piégé soi-même. C'est-à-dire qu'on a signé des choses et qu'on n'a pas modifié ses pratiques. Donc, il faut faire attention. Voilà, on a un peu donné le bâton pour se faire battre. Mais il y a eu aussi toute une opération d'influence de la part des Américains qui a été de savoir faire travailler pour eux, et ça, c'est parfaitement intelligent et tout à fait remarquable. Il n'y a pas autre chose à dire. Une cartographie des gens qu'il faut recruter pour avoir le dispositif le plus agile, le plus intelligent possible, et évidemment paralyser le dispositif adverse. Et ça, vous le retrouvez dans le remarquable documentaire qui s'appelle La guerre fantôme, lorsqu'à un moment, vers la fin du documentaire, vous avez en 2 minutes une cartographie de la vente d'Alstom et comment les Américains ont récupéré finalement des personnes clés qui vont les aider à faire cette transaction. Donc, on va faire en sorte que la branche nucléaire d'Alstom passe dans le giron de General Electric, ce qui nous fait perdre, comme vous le savez, notre souveraineté dans le domaine nucléaire. Alors, je vous rassure, c'est très court. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et ceux qui l'ont vu, de toute façon, on s'en lâche jamais. Je vais vous passer un extrait de 2 minutes du documentaire. Alors, excusez-moi, je fais la manip. S'il veut bien, ça veut bien marcher, voilà. Donc là, vous devez voir apparaître. Donc je vous mets le film, ça dure 2 minutes, juste pour vous rappeler la cartographie en fait d'influence qui ressort en fait de cette affaire et comment les Américains ont pu manœuvrer. Et on va y venir après. En quoi justement le soft power a appuyé cette manœuvre. Il suffit en effet de se pencher sur quelques noms des acteurs principaux de la vente entre General Electric et Alstom pour constater de multiples liens avec la classe politique. Alors même que les actionnaires d'Alstom n'ont pas encore validé la vente, 2 représentants des intérêts de l'État démissionnent et acceptent un emploi dans les banques partenaires de General Electric et Alstom. David Azema, directeur de l'agence des participations de l'État, est engagé par la Bank of America, banque conseil d'Alstom, 1 an avant la fin de son contrat. Et Frédéric Rothenberger, conseiller et négociateur d'Arnaud Montebourg durant l'affaire,
est embauché par la banque Lazare, banque conseil de General Electric. Et ce ne sont là que 2 fils d'un maillage incroyablement dense. Franck Louvrier, vice-président de l'agence Publicis engagée par Alstom, est l'un des plus vieux collaborateurs de Nicolas Sarkozy, directeur de sa communication depuis sa première élection comme maire de Neuilly à celle de président de la République. De son côté, General Electric a engagé le cabinet Claude et Sarkozy comme service juridique, cofondé par l'ancien chef de l'État. Pour sa communication, le groupe a engagé Havas, dont le patron Stéphane Fuchs est un vieil ami politique de Manuel Valls. Encore, General Electric choisit comme banque conseil le Crédit Suisse, dont le vice-président est François Roussely, ex-directeur de cabinet socialiste et connu comme mentor du directeur de cabinet du ministre de la Défense. Chez Alstom, le coordinateur de la fusion avec General Electric, Jérôme Pécresse, est le mari de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, tandis que la présidente de General Electric France, Clara Guémard, est la femme d'Hervé Guémard, ex-ministre UMP, avec lequel elle forme l'un des couples les plus influents de la droite française. Toutes ces relations n'ont sans doute pas favorisé une prise en main sérieuse de cette affaire, par l'État français et par l'opposition. Est-ce pour cela que la commission d'enquête n'a jamais vu le jour? S'il n'y a aucune preuve, des questionnements subsistent. Voilà. Donc en fait, vous pourriez faire un petit exercice qui c'est très amusant, qui serait trop long à faire ici bien sûr. On peut prendre chacune de ces personnes, et puis il y en a d'autres hein, évidemment, et voir comment l'influence américaine a pu s'exercer. Non pas, attention, il ne faut pas caricaturer, non pas que ce soit des agents américains, c'est pas du tout ça, mais c'est comment un pays comme les États-Unis savent intelligemment utiliser la fondation franco-américaine, par exemple, avec un programme comme Young Leaders, ou savent inviter, ou savent payer une année d'études aux États-Unis, des bourses, etc. Comment tout ce soft power finalement arrive au fait que, après tout, les États-Unis, c'est pas vraiment c'est un allié quoi. C'est un allié de la France. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc moi, comme je pense, comme j'ai été biberonné à De Gaulle, je pense que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc à partir du moment où on perd sa souveraineté, croire que c'est la même chose que Alstom soit dans le giron de General Electric ou qu'il soit dans le giron français, non, c'est pas la même chose. Voilà. Mais vous comprenez bien que c'est tout un travail d'influence de dizaines d'années en fait, qui fait que finalement personne n'estime vraiment nécessaire de se battre. C'est pas qu'il y a un complot, c'est pas que les gens se mettent ensemble et disent on va filer ça aux Américains, ça se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus feutré, ça enveloppe, c'est vraiment la définition de ce pouvoir feutré qui enveloppe de toutes parts. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait remarquable en termes de manœuvre, mais encore une fois, cette manœuvre est le fruit et la résultante d'un soft power. Alors, je remets hop, le diaporama, excusez-moi. Voilà. Bon. Voilà. Donc, on a vu cette vente, donc voilà, donc la vente d'Alstom. Tout ça s'est rendu possible comment? Parce qu'effectivement, le système américain, c'est un système qui allie le hard et le soft. Le hard power et le soft power. D'un côté, vous allez avoir ce qu'on appelle l'intelligence aux États-Unis, c'est les agences de renseignement, mais pas seulement. L'intelligence, c'est beaucoup plus large que les agences de renseignement. C'est bien entendu les GAFAM, c'est tout cet ensemble. C'est bien entendu, entre le hard et le soft, les fonds d'investissement américains, les grands programmes, les universités américaines, les fondations américaines, les laboratoires de recherche, tout ça, évidemment, qui fait rayonner les États-Unis. Ça fait rêver. Et on peut comprendre que des gens rêvent d'aller enseigner à Harvard, de regarder quand on fait cocorico parce qu'on a un prix Nobel d'économie, Esther Duflo, qu'on n'écoute pas d'ailleurs en général, elle est où? Elle est aux États-Unis. Voilà. Donc, et on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis. Le dernier prix Nobel qu'on a eu, c'est en chimie, si je me souviens bien, très récemment. Bon, on a fait cocorico, puis après, on a vite oublié parce que lorsqu'elle est allée sur les médias français, elle a dit qu'elle était en Allemagne et qu'elle était très bien et qu'elle y resterait. Voilà. Donc,
vous comprenez bien, tout ça, c'est le fruit d'un soft power, avec en plus, en appui, effectivement, des structures qui font de l'influence, les think tanks, les universités, j'ai déjà dit, les médias, les ONG, Hollywood, etc., etc. Et il y a des liens permanents avec les deux. Hein. Je vous rappelle que quand Hollywood tourne un film où ils ont besoin d'avoir l'aide de l'armée américaine ou de la CIA pour pouvoir filmer, pour pouvoir faire des scènes sur un porte-avions, sur ceci, sur cela, vous savez bien que la contrepartie, c'est qu'il y a un droit de regard. Il y a un droit de regard. Voilà. Donc tout ça est fait en bonne intelligence et c'est d'une extrême efficacité. D'une extrême efficacité. Voilà. On pourrait faire comme ça la généalogie de la machine de guerre économique. On ne va pas rentrer en détail. Là, je vous passe le schéma que vous retrouverez dans le rapport Carayon, hein, qui avait fait un énorme travail aussi pour disséquer le dispositif américain, hein, qui fonctionne en fait sur les flux, sur la mobilité des hommes. Hein. On passe, ça c'est vraiment une chose qui est essentielle ici, circulation des hommes. Parce qu'aux États-Unis, on passe des think tanks dans un fonds d'investissement et ensuite on va dans le gouvernement américain, en étant passé par l'armée, en passant par un service de renseignement, puis en allant travailler pour le privé, puis pour un cabinet d'avocats, et puis je retourne dans un think tank, et puis je reviens. Voilà. Évidemment, tout ça crée un système extrêmement, extrêmement influent, mais il n'est pas né. Alors, il est très ancien, le système de soft power américain. Bien sûr, on pourra remonter à la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais on va dire qu'il y a eu un vrai réveil américain qui a été le réveil des années 80-90, lorsque le pays, l'empire qui avait été défait pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est le Japon, est revenu sur le devant de la scène et est devenu la deuxième puissance économique mondiale et a même fait très peur aux États-Unis dans des domaines stratégiques comme la microélectronique, hein, ou l'informatique, parce que les Américains savaient très bien que là, ils ne pouvaient pas perdre leur leadership dans ce domaine. Donc il y a eu un vrai réveil américain à ce moment-là, il y a même eu un rapport qui bien sûr n'a jamais été publié, mais qui a circulé sous le manteau en France et plus ou moins passé par HEC d'abord, enfin il y a eu des circuits un peu bizarres, le rapport Japan 2000 qui disait que les Américains devaient absolument garder sur leur sol les nouvelles technologies comme la microélectronique, par exemple les microprocesseurs. Il suffit de voir la bataille terrible là, qui a lieu en ce moment entre la Chine et les États-Unis de ce point de vue-là, aussi bien sur les microprocesseurs que sur la 5G. D'ailleurs, les Chinois l'ont compris puisqu'ils veulent, leur objectif c'est d'être indépendants en termes de microprocesseurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ne peut être dépendant des Américains dans les années qui viennent. Et le rapport Japan 2000 écrivait les inventions technologiques et les activités de renseignement sur un plan mondial constituent les éléments indispensables d'une puissance économique basée sur la connaissance. Donc on est bien en permanence aux États-Unis dans ce lien entre le hard et le soft. Et outre la bataille économique, la guerre industrielle sur les microprocesseurs ou autres contre le Japon dans les années 80, hein, 70-80, mais c'est surtout les années 80, eh bien, il y a eu aussi toute une opération de Japan bashing. Vous trouverez un ouvrage académique sur le sujet fait par une Australienne, hein, et que vous trouvez, ce Japan bashing, vous le trouvez par exemple dans un film célèbre avec Sean Connery qui s'appelle Soleil levant en français, ou un ouvrage, hein, ce ne sont que des exemples hein, que je vous ai mis, l'ouvrage de Pachoat qui s'appelle Agents of Influence, hein, comment les lobbyistes japonais manipulent, hein, je traduis le sous-titre, les politiques, le monde politique et le monde économique américain. Tout ça, c'est les années 80-90, hein. C'est surtout les années 80. Voilà. Il est vrai qu'entre-temps, le soft power japonais est devenu concurrent de l'américain. Outre bien sûr les parts de marché gagnées dans des secteurs stratégiques, mais en même temps, les Japonais, finalement, ont regardé, comme souvent avec les Japonais, ils ont copié dans le bon sens du terme, ils ont imité intelligemment à la japonaise. Et c'est aujourd'hui un des pays qui a un des soft power les plus intéressants, même si on reviendra un peu plus tard sur les classements, mais qui sont très discutables, bien sûr. Mais voilà. Et donc,
le soft power japonais, concurrent de l'américain, je ne vais pas vous faire tous les détails entre les mangas, les sushis, les sports de combat, les Pokémon, etc., etc. Voilà. Mais c'est sûr que là, les Américains se sont dit, là, le Japon devient dangereux, et en termes de secteur stratégique et en termes de soft power. Donc la question, finalement, c'est quel soft power pour quelle puissance? La guerre économique systémique, hein, elle s'appuie sur un processus informationnel qui vise à affaiblir, assujettir ou soumettre un adversaire à une domination de type cognitif. Et donc, à partir de ce moment-là, l'impératif de l'attaquant, c'est de dissimuler l'intention d'attaque et de ne jamais passer pour l'agresseur, évidemment. Et donc, l'art de la guerre va consister à changer d'échiquier et à ne pas affronter l'adversaire sur le terrain où il s'attend à être attaqué. Alors, j'ai mis pour illustrer cette idée la viande artificielle, évidemment actuellement fabriquée par la Silicon Valley, et évidemment au regard des manifestants qui aujourd'hui, à tort ou à raison, c'est un autre sujet, hein, chacun a le droit d'avoir son opinion et ses combats, mais attaquent évidemment les abattoirs, et parfois à juste titre quand on voit certaines conditions sanitaires absolument scandaleuses, mais aussi maintenant attaquent des boucheries, etc., etc. Et on sait bien que derrière certaines associations, il y a bien sûr certaines fondations de la Silicon Valley qui ont investi dans la viande artificielle. Je vous invite à regarder, on le trouve en ligne, je crois, le numéro d'envoyé spécial qui a été consacré récemment à la viande artificielle, qui est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Alors c'est le fameux 36, un des 36 stratagèmes qui s'appelle caché dans la lumière. Alors c'est pas récent, hein. En tant que reflet d'adoption, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler que le siège de La Rochelle, qu'on présente toujours, et ce qui est vrai d'ailleurs, comme la récupération par le roi évidemment d'une cité protestante très proche des Anglais, etc., etc. Enfin, derrière ça, il y a un certain nombre de choses qui ont été cachées, et notamment le fait que Richelieu avait investi énormément, hérité et investi dans des vignes, aussi bien dans le Bordelais qu'en Vendée, puisqu'il était évêque de Luçon, et que La Rochelle, à l'époque, était un des principaux endroits, une des principales places pour le vin en France. Voilà, qui ont été, bien sûr, les vignes ont été détruites pendant le siège, le fameux siège de La Rochelle. Vous voyez, donc, bien sûr, c'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Il y avait un problème politique, mais il y avait aussi une guerre économique derrière. Pareil, hein, si on reprend aussi bien Lafayette qui rencontre George Washington, c'est pas uniquement parce que la France des Lumières, hein, vous remarquerez, je me suis amusé à changer le titre qui n'est pas caché dans la lumière, mais caché dans les Lumières. C'est pas simplement parce que la France voulait aider les États-Unis, qui étaient le pays de la liberté, etc., contre les méchants anglais. C'est aussi, et on le retrouve un peu plus tard à Waterloo, c'est pas simplement les monarchistes contre le vilain républicain, enfin l'empereur Napoléon, c'est aussi parce qu'il y avait une guerre économique franco-anglaise absolument terrible. Voilà. Donc à chaque fois, il y a des objectifs, il y a une guerre économique cachée. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est souvent très difficile à faire surgir, parce qu'il y a très peu, bien sûr, d'archives, de preuves, etc., puisqu'on masque. Voilà. Plus récemment, et vous l'avez tous, enfin, ça dépend de votre âge, mais soit connu en direct, vous en avez entendu parler, lorsque l'Irak a été attaqué, soi-disant parce que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Hein, bon, on sait aujourd'hui très clairement que c'était quand même une histoire de pétrole un petit peu. Donc c'est toujours la même idée, hein, cachée dans la lumière. Donc dans l'histoire de la stratégie, il y a toujours cette alliance du hard et du soft, hein, de ce que l'historien Jean-Vincent Olindre appelle dans son ouvrage, vraiment un ouvrage que je conseille de référence, s'appelle La ruse et la force. Voilà. Et ce que nous explique Jean-Vincent Olindre, c'est que nous éprouvons, il parle de nous Français, hein, de la difficulté à nommer guerre ces conflits de ruse, et quand nous le faisons, nous les prenons pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des guerres classiques que la force brute sera en mesure de régler. Nous ne sommes pas encore sortis, particulièrement en France, nous écrit Jean-Vincent Olindre, nous ne sommes pas encore sortis de l'imaginaire aristocratique et chevaleresque, de cette arrogance de la force et de ce mépris de la ruse. C'est pour ça qu'en France, on a quand même un peu de mal avec ça. C'est en train de changer, hein. C'est en train de changer. Mais voilà. Alors vous me direz, bon là je vous ai parlé des États-Unis, on va pas
s'appesantir sur les États-Unis, même si évidemment c'est le modèle dominant, parce que c'est un des modèles en termes de soft power le plus développé, le plus évident, le plus influent. Il y a bien sûr d'autres soft power avec plus ou moins de réussite. Le soft power chinois a voulu un peu imiter l'américain et le japonais, donc alors vous savez bien la diplomatie panda, donc en fait l'image de la Chine c'est le panda. Voilà, le panda est un animal extrêmement sympathique, très doux, très gentil, un peu feignant d'ailleurs. Voilà, donc franchement le panda, voilà, je ne vois pas comment on ne peut pas aimer le panda. C'est pas possible. D'ailleurs, il suffit de voir les visiteurs aux autres bovales qui sont totalement subjugués par ce panda. Et puis, dans les instituts Confucius, on peut faire de la calligraphie, on fait du tai chi, du qigong, tout ça est très zen, est très apaisant, est très, voilà, c'est absolument merveilleux. On fête même le Nouvel An chinois. Enfin bon, voilà. Pour ça, évidemment, derrière ça, il y a quand même une machine de guerre aussi en termes de soft power chinoise, hein, notamment, il y aura un petit travail que les étudiants de l'ILERI pourraient faire, peut-être fait d'ailleurs, qui serait de faire en permanence une analyse de l'implantation des instituts Confucius et de voir s'il y a un rapport entre des fois les implantations et les intérêts stratégiques ou économiques chinois. Bon, évidemment, c'est une fausse question, qu'on a bien compris, mais ce serait intéressant par contre vraiment de faire une étude détaillée, alors, sachant que les instituts Confucius n'ont pas toujours eu bonne presse, et ça dépend des pays, il y a même des pays où ils ont même franchement mauvaise presse. Aux États-Unis, ça ne se passe pas toujours très bien, bien sûr. Et puis, je crois que c'est en Belgique très récemment que l'Institut Confucius de l'université belge de Bruxelles a été plus ou moins fermé pour des histoires. Il y aurait eu, d'après l'équivalent belge de la DGSI, il y aurait eu des histoires peut-être d'espionnage, je ne sais pas, c'était dans la presse, hein, bien sûr, tout ce que je vous raconte. Voilà. Bon, c'est vrai que des fois la Chine est un peu montrée du doigt pour, non pas de l'espionnage, mais en tout cas pour faire du renseignement, puisque là c'était un article récent sur comment la Chine avait fait du renseignement sur LinkedIn. Alors, c'était pas vraiment de l'espionnage, mais c'est vrai qu'ils utilisaient des faux profils pour approcher 4000 Français ciblés et ensuite faire du soft power, c'est-à-dire attirer les meilleurs talents en Chine, ce que finalement font les Américains depuis très longtemps. Hein. Ils attirent les meilleurs talents dans la Silicon Valley, hein, je vous rappelle. La Silicon Valley, c'est près de 60 000, c'est même plus, je crois, de 60 000 Français aujourd'hui. Voilà. Et on peut comprendre hein, qu'on a envie d'aller travailler dans la Silicon Valley. Hein. Voilà. Donc tout ça, un peu, c'est un petit peu plus difficile pour la Chine, qui n'a pas la même attractivité, qui n'a pas les mêmes images. C'est vrai que pour des pays démocratiques, on est assez quand même épris de liberté. Aller dans un pays comme la Chine, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Donc le soft power chinois aujourd'hui, il s'appuie quand même beaucoup sur le hard power. Donc le hard power, c'est notamment les fameuses routes de la soie, hein, les nouvelles routes de la soie, qui ont été construites de manière extrêmement intelligente, en regardant un peu les positions, bien sûr géographiques, mais aussi politiques, des endroits où la Chine pouvait investir, donc bien sûr en Afrique, mais aussi en Europe, comme vous le savez, par exemple en investissant dans des ports. Alors ça a commencé par la Grèce, hein, le port du Pirée, et ensuite le port de Trieste, le port de Gênes, donc toujours en prenant des pays malmenés, par exemple au sein de l'Union européenne, puisque vous savez que les Allemands, très intelligemment, ont mis une grosse fessée aux Grecs quand la Grèce allait très mal économiquement, et donc évidemment un certain ressentiment côté grec. Donc les Chinois se sont implantés. L'Italie a été pendant un certain temps montrée du doigt, vous savez bien, avec l'extrême droite italienne, etc. Donc pareil, on investit, là je dis c'est la Chine, on investit dans le port de Trieste, qui en plus est une ville qui a toujours aussi été pas très bien vue par Rome. Donc tout ça dénote une vraie intelligence politique qui a un peu un mélange de soft power et de hard power, en investissant en plus dans un groupe qui s'appelle le groupe 16+1, c'est-à-dire le plus 1 c'est la Chine, et les 16 sont des pays qui font partie de l'Union européenne, hein, pour la plupart, Hongrie, Pologne, République tchèque, etc., et qui évidemment peuvent peser sur les décisions du Parlement européen. Hein. Donc il y a eu quelques articles là-dessus,
un exemple dans le Figaro Économie, avec comme illustration, on pourrait prendre évidemment la voiture électrique. La voiture électrique, comme vous le savez, la Chine maîtrisant à la fois les matériaux, enfin, une grande partie des minerais dits stratégiques ou dits encore métaux rares, etc., plus un certain nombre de technologies, de brevets, etc., met le paquet pour le véhicule électrique. Et évidemment que pour faire passer ça au niveau de l'Union européenne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ouvrir le marché, accélérer l'ouverture du marché et fermer le marché de la voiture aux véhicules thermiques. On peut discuter des heures, même si on pourra en parler après, sur est-ce que c'est bien ou pas bien. Le fait est que, en s'appuyant sur le groupe 16+1, vous favorisez, voire en finançant certaines associations, vous pouvez quand même largement faciliter cette ouverture où après des décisions sont prises pour l'interdiction des véhicules thermiques, tout le monde à l'électrique, youpi, ça va être formidable. Voilà, même s'il y a eu des articles là-dessus, et même si je vous invite à regarder, je l'ai regardé hier soir sur Arte, on se rend compte que le véhicule électrique, c'est peut-être pas la panacée. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, ce remarquable documentaire qui s'appelle la face cachée des énergies vertes. Voilà. Et on voit bien qu'il y a une stratégie chinoise derrière, pas que chinoise, hein, si il s'appuie sur la Norvège ou sur d'autres pays. Voilà. Mais tout ça se fait dans une alliance, encore une fois, du hard et du soft power. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur la Chine, je vous invite à lire le remarquable ouvrage d'Antoine Isambard qui s'appelle France-Chine et liaisons dangereuses, avec notamment un chapitre intéressant sur le fameux laboratoire P4 de Yuan. Je passe rapidement, j'arrive à la fin. Hein. Les différents soft power, on ne peut quand même pas oublier le soft power russe, d'autant que, c'est pas moi qui parle, hein, c'est l'américain Joseph Nye, considère le soft power russe comme étant un soft power négatif, dans le sens où ce serait un soft power qui détruirait les autres. Ah, c'est ces mots. Hein. Alors, ce qui n'est pas exact, hein, parce que le soft power russe, il y a quand même une partie de positif. Hein, si on prend l'exemple de ce fameux institut MGIMO, je ne sais pas comment on le prononce en russe, vous m'excuserez, hein, qui est une sorte de Sciences Po russe, qui d'ailleurs passe beaucoup d'accords avec Sciences Po Paris et puis d'autres institutions. Beaucoup d'étudiants y vont. Hein, voilà, donc vous pourrez aller regarder, c'est très intéressant. Donc ça, c'est pas un soft power négatif. Hein, après tout, ils font ce que fait Harvard, ce que font d'autres universités ou d'autres écoles. Alors c'est vrai qu'il y a une tradition russe un peu on va dire un peu dure de la guerre de l'information, de la déstabilisation, hein, notamment avec des manips comme le fameux compromat. Hein. Je vous ai mis une capture d'écran du numéro d'envoyé spécial qui avait été consacré il n'y a pas très longtemps à ce sujet-là. Quand Joseph Nye parle de soft power négatif, il fait surtout référence en fait aux médias russes qui, c'est vrai, ont tendance à appuyer, pour reprendre un terme maoïste, cher à Christian Arbelot, appuyer sur les contradictions, c'est-à-dire appuyer là où ça fait mal. Et si vous prenez, et je vous invite à regarder une chaîne comme RT France, vous verrez qu'effectivement, regardez le journal de France 2. Bon, il ne faut pas trop le regarder, le journal de France 2, il faut plutôt aller sur Arte, hein, si on est sérieux, mais regardez le journal de France 2, et regardez après le même jour, bien sûr, le journal de RT France, et vous verrez tout à fait la même vision de l'actualité. Donc évidemment, RT France appuyant en général là où ça fait mal. Voilà. J'ai pris un exemple récent, les gilets jaunes, les manifestations, etc., etc. Donc c'est ça que Joseph Nye appelle un soft power négatif. Je me suis dit, les Américains, entre parenthèses, savent aussi très bien le faire. Voilà. Alors vous allez me dire, venons-en quand même à la France, et la France dans tout ça. Eh bien, pour reprendre un slogan chez Renault, le concessionnaire, enfin le constructeur automobile, hein, pas le chanteur, elle est tout d'une grande. 2017, un classement du soft power a classé la France pour la première fois première, hein, première nation en termes de soft power, pays le plus influent du monde. Donc ça a été repris bien sûr par Forbes, hein, notamment. Bon, quelques médias français, vous savez, les Français sont des mauvais coucheurs en général, on aime bien toujours critiquer un peu notre pays, donc
notamment le Nouvel Obs, enfin l'Obs qui a dit, mais est-ce que vraiment, bon, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça a du sens, etc. Enfin, bon. Enfin, globalement, ça a été salué. Bon, c'est vrai qu'en plus, à la même époque, on remportait l'organisation des JO en 2024. Bon, vous pourrez aller regarder, en fait, sur le site de l'organisme qui fait ce classement. Vous avez les forces et les faiblesses du soft power à la française. Ses forces, c'est notamment, bien sûr, son réseau de diplomates. Et c'est vrai qu'on a un réseau diplomatique absolument important et encore influent au regard de la taille de la France. Hein. Voilà, donc on a encore une aura diplomatique, on a un conseil de sécurité, comme vous savez, au siège de l'ONU, que les Allemands aimeraient bien nous prendre en partie, qu'on le partage, parce que ça participe évidemment de notre soft power. Bon, dans les faiblesses, vous verrez, c'est assez amusant. Apparemment, dans le business, c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. D'après ce classement, bien sûr, il y a des recommandations en fait de Portland. Hein, c'est l'organisme qui fait ce classement, qui par ailleurs est d'ailleurs un cabinet de conseil en communication. Et bien sûr, voilà, les mauvaises langues pourraient éventuellement imaginer qu'il y a un lien entre le classement et ses activités, mais ça, ce serait bien sûr une vision extrêmement négative des choses. Comment on sait qu'on est quand même qu'on a tout d'une grande en termes de soft power, parce qu'on a eu droit à notre French bashing. Hein, et c'est vrai qu'on n'est pas loupé. Hein, si vous ne savez pas, je vous invite à aller regarder. Je vous mettrai des liens sur mon site. Il y a un documentaire remarquable en 2 parties. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument le voir, qui s'appelle French bashing. Hein, où vous verrez comment on parle de la France dans les journaux américains, à la télé, et pas que les petites chaînes, hein, des fois. Là, dans le Daily Telegraph que vous voyez ici en bas à gauche, c'est Pépé le Putois, c'est le français hein, dans l'imaginaire américain. Hein, mais ça, là, c'est les Australiens, je crois. Pépé le Putois, c'est le français parce que le français, non seulement se lave pas, comme vous le savez, mais en plus, c'est un dragueur invétéré. Parce que je vous rappelle que le dessin animé Pépé le Putois, c'est un putois qui veut absolument qu'une chatte tombe amoureuse de lui, alors qu'évidemment, elle est absolument révulsée par son odeur. Donc c'est le français, hein, ça a été conçu à l'origine comme étant une métaphore du français. Et donc, vous voyez, Emmanuel Macron qui avait été caricaturé, mais Hollande avant lui aussi. Hein. Pardon, de Dominique Strauss-Kahn. Avec la tête de Pépé le Putois. Vous voyez, donc c'est pas des trucs anodins. On a eu le droit, avec nos 2 étoiles à la Coupe du Monde de foot, French and Arrogant. Bon, le dit économiste passe son temps, bien sûr, à taper sur la France. C'est normal, hein, c'est nos meilleurs ennemis, ou nos pires amis, je ne sais pas. Hein. Donc, vous pouvez prendre des couvertures de The Economist sur la France, vous verrez, en général, elles sont assez drôles. Ceci dit, ça fait jamais de mal, hein, de temps en temps, une petite piqûre de critique. Voilà. Et en même temps, je vous ai mis un globe terrestre parce que c'est ce que je montre toujours à mes enfants. Enfin, quand ils étaient petits, je leur disais, vous avez vu la taille de la France, vous avez vu un peu le bazar qu'on met dans le monde. Donc finalement, c'est vrai qu'on a une certaine aura, une certaine influence. On est capable quand même de remporter des grandes compétitions internationales. Au 19e siècle, c'était plutôt les expositions universelles, et là, c'est les Jeux Olympiques. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on est le seul pays du monde, c'est ma petite touche d'humour, parce que j'arrive à la fin, pour dire qu'on est quand même un des rares pays où, dans le monde entier, quasiment tous les médias parlaient d'un président qui va en scooter clamer voilà, son amour à sa belle, en bravant son service de sécurité, ce qui pour les Américains, c'est surréaliste. Quoi. Voilà. Donc, et c'était quasiment connu dans le monde, moins de 24 heures après, des amis japonais m'appelaient, mais qu'est-ce qui se passe en France avec François Hollande, qu'est-ce qui s'est passé avec le scooter, enfin, le truc. Voilà, c'est vrai que je ne sais pas s'il y a d'autres pays où on peut avoir ça. Voilà, si j'ai encore 5 minutes, vous allez me dire, et l'avenir, et maintenant, eh bien le soft power a des beaux jours devant lui, mais pas uniquement au niveau des États, même si au départ c'est vrai que c'est un concept qui est très étatique, parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui fonctionne sous le mode de ce que j'ai appelé le triangle de l'influence radicale. J'ai rien inventé, ceci dit. Hein. J'ai repris des choses qui existent, mais je l'ai schématisé comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour remporter une victoire politique ou une bataille économique, souvent, vous allez avoir 3 forces qui vont s'opposer, hein, sous forme de triangulation.
un pouvoir autocratique, quel que soit le pays du monde. Sur la France, la Russie, les États-Unis, c'est un petit groupe de personnes qui dirigent. Hein. On est passé de la lutte des classes à la lutte des castes. Donc, c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis. Hein, aux États-Unis, c'est une gérontocratie. En France, c'est une autocratie. Ce qu'on entend de plus en plus appeler en ce moment l'État profond, etc., etc. Vous avez bien sûr un pôle média avec une partie de médias classiques, en général détenus par des grands groupes industriels, que ce soit en France, aux États-Unis, ou bien sûr par les États des fois. Et puis les médias non classiques que sont les réseaux sociaux numériques, qui posent beaucoup de problèmes d'ailleurs, vous le savez bien, aux médias classiques et aux États, avec aussi des dérives bien entendu. Et puis vous avez un troisième pôle qui est le pôle des radicalités, soit des radicalités organisées, des Black Blocs, des L214, des lanceurs d'alerte, des Snowden, voilà, qui mettent quand même un certain bazar, vous serez d'accord avec moi là-dessus, un certain désordre, et donc des rapports de force permanents. On pourrait prendre 50 exemples, mais voilà, je prends toujours l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, Notre-Dame-des-Landes, un pouvoir autocratique qui a la force avec lui, le droit avec lui, le politique avec lui, et qui va finir par céder, à tort ou à raison, je ne rentre pas dans le débat, hein, on peut être pour ou contre, c'est pas la question, mais qui cède face à un pôle de radicalité qui va faire basculer une partie de l'opinion, une partie des médias, et finalement, voilà. Vous l'avez vu encore récemment avec la vente des aéroports, l'aéroport de Paris devait être vendu, finalement n'a pas été vendu, bon, etc., etc. Les gilets jaunes ou autres types de radicalité. Avec des nouveaux acteurs ou des anciens qui apparaissent et se développent, donc des ONG du type Greenpeace, des nouvelles associations qui apparaissent comme L214, hein, qui en quelques années passent d'une petite association finalement de militants à une association extrêmement bien organisée avec des dizaines de permanents, des moyens importants, etc. Et puis des nouvelles figures qui apparaissent comme, je dis bien comme Greta Thunberg, mais avec derrière, vous le savez bien, une organisation. Hein, il y a des associations, il y a des groupes, il y a des médias, etc., etc. Encore une fois, ça n'enlève rien à la légitimité du combat. C'est une autre, après, ça c'est une autre chose. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on rentre, j'arrive à la fin, hein, parce qu'on rentre dans une, enfin on rentre, depuis un certain temps, on est dans une société du jugement, hein, du jugement permanent. Hein, voilà. On juge en permanence, on ostracise, on classe, voilà, et en permanence des batailles symboliques, des guerres symboliques. Hein, l'émotion, voilà. Donc, et d'ailleurs, on voit bien en ce moment, avec la crise du coronavirus, que les gouvernements, les États commencent à prendre à leur compte finalement des méthodologies, des méthodes qu'ils avaient laissé largement se développer par les associations, les ONG ou autres groupes. Le tout sur fond de désinformation et de guerre de la com. Ce qu'on vit actuellement, il est trop tôt bien sûr, mais ça vaut le coup d'observer, et plus tard on pourra faire des analyses très poussées. Vous voyez bien qu'on vit des choses. Je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, ou à écouter leurs interventions. Les journalistes du Monde et de sociologues qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle Les gardiens de la raison, hein, donc l'enquête sur la désinformation scientifique, et notamment sur ces agences privées qui sont en train de se créer aujourd'hui et qui livrent clé en main des informations avec financement bien sûr des industriels derrière, hein, aux journalistes, donc aux grands médias. Un Poutine, vous voyez, qui apparaît comme le principal VRP du vaccin russe, les Chinois qui ont essayé de faire du soft power avec leurs masques, etc., etc. Vous voyez qu'on est tout ça, voilà un peu le décor dans lequel on est. Et je termine sur ça. Une vraie réflexion aujourd'hui. Il y a eu très récemment une petite émission très courte sur France Inter sur est-ce que finalement les grandes puissances ont perdu la bataille soft power lors du coronavirus. Bon, on verra. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que le soft power n'a jamais autant été d'actualité. Voilà. Merci pour votre attention. Et évidemment, vous aurez ces diapos et à commander impérativement pour Noël, bien sûr, mon ouvrage Les sentiers de la guerre économique. Je suis éventuellement à répondre à des questions, sachant que je n'ai pas évidemment réponse à toutes les questions.
Merci beaucoup Nicolas. Il y a déjà énormément de questions. Il n'y en a jamais eu autant d'ailleurs avant la fin de la conférence, donc ça va être très intéressant. Merci pour ce panorama très complet du soft power qui donne envie d'aller plus loin et de lire ton livre. Je confirme. Surtout parce qu'ils ne sont pas obligés de le lire, mais il faut l'acheter. Je confirme surtout aussi ce que tu disais. On a bien une conférence de Frédéric Pierucci sur son livre Le piège américain sur la chaîne YouTube de Lillery qui date de 2019. Et on a une conférence aussi de Jean-Vincent Olindre sur son ouvrage La ruse et la force qui a été donné en 2017, qui est aussi disponible. Alors, pour aller aux questions, on a une première question de Mathilde qui dit « Bonjour monsieur, vous évoquez les lois extraterritoriales comme un instrument de soft power. Ne peut-on pas plutôt considérer cela comme du sharp power ?» Alors, je ne sais pas si c'est sharp ou hard power, mais en tout cas… Oui, voilà. Enfin, non, mais je me suis peut-être mal exprimé, je ne sais plus. Non, ce que j'ai surtout voulu dire, c'est qu'en fait, ces lois extraterritoriales ont été préparées par un soft power. C'est ce que je disais. Alors, c'est vrai que là, je n'ai pas trop développé, j'en parle plus de la transparence internationale. En fait, dans les années 90, les Américains comprennent que le concept de transparence va être un vecteur de domination. Mais ce concept de transparence, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr des acteurs qui vont s'en emparer et qui vont le vendre. Ils vont le vendre. Et j'en parle souvent, mais là, je n'ai pas le temps de tout développer, mais moi, j'avais travaillé dans les années 90 déjà sur les fondations Soros. Soros a été un des vendeurs du concept de transparence, de ce qu'on appelait aussi à l'époque la société ouverte, hein, donc, puisque ces fondations s'appellent Open Society Foundation. Il avait même créé un institut, Open Society Institute, et à la chute du mur de Berlin et surtout à la chute de l'URSS, Soros installe dans certains pays des universités, hein. L'université d'Europe centrale, il crée une université en Hongrie, qui est son pays d'origine, il crée des instituts, des Open Society Institute, un peu dans tous les pays, un peu les ex-pays du pacte de Varsovie, pour encercler ce qui s'appelle à l'époque la communauté des États indépendants, qui va redevenir la Russie, mais en espérant endiguer, c'est toujours la stratégie américaine d'endiguement, mais non plus endiguer par l'OTAN simplement, et donc militaire, mais aussi par le soft power, une renaissance éventuellement du géant russe, enfin du géant soviétique. C'est encore l'Union soviétique qui est dans les esprits. Donc Soros, clairement, va être un des vendeurs de la transparence. Transparency International, qui est une ONG qui va être vendue en France via un Allemand. Et quand on regarde le parcours de cet Allemand, on voit très bien qu'il est très lié aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il prépare, en fait. Voilà. Mais donc, je suis tout à fait d'accord. Après, de toute façon, les concepts sont extrêmement mouvants. On parle de smart power aussi. Bon, mais ça, c'est pas grave. C'est bien que les concepts évoluent. Mais finalement, on parle toujours un peu de la même chose, c'est-à-dire en permanence d'une domination qui se fait toujours par le hard et par le soft. Et ça, c'est important. Je voudrais vous citer en négatif une illustration de ça, très rapidement, hein, pour pouvoir répondre aux autres questions. Ce qu'ont pas compris longtemps les Français. J'ai assisté il y a une dizaine ou une quinzaine d'années à un colloque qui était un colloque sur la souveraineté numérique à l'Assemblée nationale. Et à l'époque, l'idée, c'était de concurrencer Google. Donc, il y avait un moteur français, Exalead, un projet européen qui s'appelait Coero. Et ce qui avait été vendu, c'était dans ce colloque, hein, qui était ouvert quand même par la ministre de la Défense, etc. C'était de dire, il faut qu'on arrête d'être dépendant technologiquement de Google, il faut qu'on propose des alternatives technologiques. Eh bien, ça, c'était une erreur majeure de penser que la techno va suffire pour contrer la domination technologique américaine. Car les Américains, eux, ils mêlent le soft et le hard. C'est-à-dire que Google ne vend pas de la techno. Même si dans Google, il y a une technologie hyper puissante, évoluée, sophistiquée. Google, ils vendent une histoire, ils vendent une vision du futur, ils vendent une utopie ou une dystopie, comme vous voulez. C'est une église, Google. Ils vous vendent ils vous encerclent cognitivement. On est encerclé cognitivement par Google. Je me dirige par Google Maps,
je me renseigne par Google, c'est pas un problème de techno, c'est pas un problème de faire un moteur de recherche qui s'appelle Exalid ou Coero, qui est plus pertinent technologiquement que Google. Parce qu'en fait, les gens qui présentaient à ce colloque sur la souveraineté numérique, c'était que des ingénieurs. Et j'ai rien contre les ingénieurs, on a des ingénieurs exceptionnels en France. Mais il n'y avait pas de sociologues, il n'y avait pas de philosophes, il n'y avait pas d'artistes, etc. Or, c'est justement en mêlant les deux qu'on est dans une domination, ou qu'on peut avoir du soft power et du hard power. C'est pas simplement en disant la techno plus performante va remplacer une techno moins. Voilà. C'est une énorme erreur stratégique. En fait. Justement, Nicolas, on a une question de notre ancien élève Eric qui dit depuis quelques années la mise en place d'un Internet, on voit depuis quelques années la mise en place d'un Internet régionalisé, Europe, Chine, le tout pour s'émanciper des Américains. Force est de constater que cela traîne et est noyé par nos chères têtes pensantes. Quel est votre point de vue là-dessus? Il faudrait que je pose la question, je ne sais pas ce qu'il entend par Europe-Chine, mais ce que je pourrais répondre, c'est que si, comme Jean-Pierre Raffarin, on estime que c'est en allant vers les Chinois qu'on va être moins dépendant des Américains, je pense qu'on sera dépendant de l'un et de l'autre. Donc non, il faut repenser une souveraineté française, nationale, parce que la souveraineté ne peut être que nationale, mais avec une interdépendance stratégique européenne, c'est-à-dire qu'avec un appui européen, bien sûr, c'est pas la France toute seule. Mais si on ne fait pas ça, et encore une fois, moi j'insiste sur la francophonie. Je pense la francophonie, ça ne peut pas simplement être des associations comme ça, uniquement faites pour faire des colloques de temps en temps. C'est très important la francophonie. Donc il faut absolument qu'on s'appuie sur la langue, surtout quand on voit l'évolution démographique des pays francophones. Là, c'est un vrai axe de développement. Voilà. Alors, comme toujours, on va dire, oui, mais c'est foutu. C'est foutu parce que les Américains ont trop d'avance, les Chinois ont trop d'avance, etc. Non. En fait, c'est évident que ça ne va pas être simple. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais dans l'histoire, lorsqu'on l'a voulu, lorsqu'il y a eu une volonté politique pour s'émanciper d'une domination, on y est toujours arrivé. Alors, ça peut prendre des décennies, hein, ça on est d'accord. Mais c'est d'abord un problème de volonté. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des échanges avec les Américains, qu'il ne faut pas acheter un Apple, etc. Mais au moins avoir une vraie stratégie par rapport à ça. Alors justement, on parle des États-Unis, de langue française, et là, tout le monde est impressionné par le fait que la nouvelle équipe Biden est très francophile. Et quelqu'un demande, pourra-t-on faire confiance au futur secrétaire d'État américain Anthony Blinken, que l'on dit francophone et francophile, ou s'en méfier? Et il y a John Kerry aussi qui fait partie de l'équipe. Est-ce que vous voyez ça comme un bon signe ou pas? Je l'ai écrit dans une tribune. Les démocrates sont d'abord des patriotes américains, donc ils défendront les intérêts stratégiques américains. Après, que ce soit mieux de discuter avec des francophiles, ça va être sûrement plus facile, évidemment, de discuter avec des francophiles comme Kerry, d'ailleurs, qui était beaucoup critiqué d'ailleurs pour être francophile, parce qu'on le traitait de français, ce qui était une insulte pendant les campagnes électorales. Que ce soit plus facile, évidemment, de discuter avec des francophiles démocrates qu'avec des républicains, sans doute, mais encore une fois, on ne discute bien avec un partenaire que lorsqu'on est puissant. Il ne faut pas attendre que sa propre souveraineté ou que sa propre puissance vienne d'un accord ou d'une gentillesse d'un partenaire. Ça n'existe pas, mais c'est vrai dans la vie de tous les jours. On est respecté parce qu'on est fort. Voilà, c'est tout. Donc, mais bien sûr, tout le monde est très content, c'est formidable que ce soit les démocrates qui aient gagné. Voilà. Mais voilà, il ne faut pas quand même se leurrer non plus. Il ne faut pas se leurrer, parce que lorsque les démocrates étaient au pouvoir, aussi bien sous Obama, je vous rappelle que sous Clinton, les réseaux de renseignement américains ont tourné à fond, et les amendes n'ont pas cessé de pleuvoir sur les entreprises européennes, et pas que françaises d'ailleurs. Hein. Donc bon, regardons un peu l'histoire récente, je veux dire, c'est bien. Alors, on peut espérer, on peut bien sûr être ouvert à la discussion avec les Américains, mais c'est quand même, les Américains restent quand même, voilà, ils défendent leurs intérêts stratégiques et c'est tout à fait normal. Et ils veulent surtout rester les leaders, les leaders, au moins
la nation la plus puissante au niveau cyber. Voilà. Et donc là, ils ne font pas de cadeaux, par contre, là-dessus. Hein. Alors, Manon parle du soft power britannique. On voit que le Royaume-Uni est le numéro 2 des pays les plus influents. À quoi ressemble son soft power? Est-il différent du soft power américain? Non, mais c'est une très bonne question. Bon, il faudrait faire une conférence pas soft power britannique qui est en train d'évoluer parce qu'évidemment, oui, il emprunte beaucoup. Enfin, je ne sais pas s'il emprunte au soft power américain ou si c'est le soft power américain qui a emprunté au soft power britannique d'ailleurs. Le soft power britannique, ça a été beaucoup, bien sûr, les universités, hein, Oxford, Cambridge, comme vous le savez, qui ont été beaucoup copiés par les Américains d'ailleurs. Hein, ça a été beaucoup le sport. Hein, il y a un très bon livre qui parle du soft power britannique en termes de sport qui n'a pas été traduit en France. Qui s'appelle, je suis en train de regarder dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas là, Can we have our ball backs, please, qui vous explique que sous Victoria a compris qu'un moyen de contrôler l'Empire, c'était notamment par le sport. Et quand vous y réfléchissez bien, c'est vrai que beaucoup de sports ont été codifiés par les Britanniques. Hein, le foot, le tennis, etc. etc. C'était notamment pour des raisons impériales, hein, pour maintenir l'Empire. Mais aussi, voilà. Et les Américains, d'ailleurs, l'ont compris très très vite, puisque lorsqu'ils se sont émancipés des Britanniques, ils ont créé des sports purement américains. Hein, le foot américain, le baseball et pas le cricket, etc., etc. Donc, ils se sont beaucoup empruntés les uns aux autres. Voilà, donc le soft power britannique aujourd'hui, c'est ça, c'est effectivement, et je crois qu'il y a même eu, je me demande si c'est pas Lillery d'ailleurs qui avait fait un article ou une conférence sur James Bond. Oui, si. C'est ça, hein, tout à fait. comme un peu le modèle du soft power britannique. C'est vrai que quand vous regardez les films de James Bond, ça vous donne une vision de la Grande-Bretagne. Alors d'ailleurs, quand il dit britannique, il faudrait qu'on parle du Commonwealth d'ailleurs. Mais de la Grande-Bretagne, c'est vraiment pareil, c'est le pays de la liberté, c'est un peu comme les... D'ailleurs, les trois pays très, très, très concurrents, qui d'ailleurs ont les mêmes couleurs à leur drapeau, hein, c'est quand même les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. On se bat un peu sur l'universalisme, sur les droits de l'homme, sur la liberté, etc., etc. Voilà. Et les Britanniques, ils arrivent effectivement quand on regarde James Bond, enfin, on on a envie de travailler c'est pas un appel hein, que je lance, hein, mais pour le MI6, c'est formidable, quoi. La Grande-Bretagne, c'est un monde. D'ailleurs, si vous allez voir le site web du SIS, hein, du Secret Intelligence Service, hein, vous verrez, pour un monde plus prospère, enfin, là, plus sûr et plus prospère, enfin, c'est merveilleux. Bon, après, quand on va gratouiller un peu sur l'histoire des colonies britanniques, des compagnies privées orientales des Indes, lorsqu'on regarde un petit peu les guerres de l'opium, dont on n'est pas totalement absent d'ailleurs, les Français. Bon, un peu moins sympathique. Mais oui, de toute façon, donc c'est intéressant le soft power britannique aussi de regarder un peu comment s'ils vont faire évoluer leur soft power avec le Brexit d'ailleurs. Moi, je dis toujours... alors, on continue, on fait un peu le tour du monde. Il y a Bamba Dio qui demande, pensez-vous qu'il y ait un soft power africain? Je ne suis pas suffisamment connaisseur de l'Afrique pour répondre à ça. J'aurais tendance comme ça, mais je peux me tromper à dire non, parce que moi, je ne pense pas que l'Afrique soit une nation. Je pense que le soft power est lié à une nation. Encore une fois, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des soft power africains. Oui, bien sûr. Le Maroc, probablement en train de développer un soft power, notamment par... voilà. Bon, après, il faudrait faire des analyses. Là, je ne suis pas suffisamment connaisseur de l'Afrique. Il y a sûrement des soft power africains en gestation ou en émergence ou en développement. Voilà. Oui, c'est pas. Je veux dire, soft power n'est pas que l'apanage des grandes puissances. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé là. Je l'évoque un petit peu dans le livre. Il y a les soft power de petites puissances, hein, enfin de petites puissances, de petits pays. Et c'est pas péjoratif hein, du tout. Hein. Le Qatar, la Norvège, c'est assez intéressant. Soft power norvégien, c'est quand même, c'est le pays
quand on ne connaît pas bien, bien sûr, quand on ne gratte pas, on a l'impression que c'est le pays de l'écologie. Enfin, c'est merveilleux, quoi. C'est bien montré dans le documentaire dont je vous parlais sur Arte, quoi. C'est un pays vert, c'est un pays qui est 7e exportateur d'hydrocarbures, un peu de pesticides dans le saumon. Bon. Mais voilà, c'est formidable, quoi. Mais il y a plein de pays comme ça qui ont des soft power qui sont tout à fait intéressants, mais qui sont, encore une fois, toujours avec du hard power. Le hard power, c'est pas spécialement militaire, hein. Ça peut être financier, hein. Le Qatar en est un exemple. Le Fonds souverain norvégien, les étudiants de l'ILERI, il y a 2 ans, je crois, avaient fait un gros travail sur le Fonds souverain norvégien, hein, plus de 1000 milliards de dollars quand même, pour un petit pays de 5 millions d'habitants. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc soft power, c'est pas une question de taille, hein. Il y a peut-être un soft power monégasque aussi. Quelqu'un propose de commencer par remplacer soft power par pouvoir de convaincre de manière douce et hard power par coercition. Vous êtes d'accord avec cette traduction? Convaincre, ça me paraît un peu restrictif. C'est de l'influence. Alors doux, oui. Bah, c'est un pouvoir doux, en fait. Soft power, c'est un pouvoir doux. Mais le soft power, ce n'est pas que convaincre. Je veux dire, quand vous baignez dans des modèles américains de super-héros, on n'est pas en train de vous convaincre, on est en train de vous formater. Et effectivement, voilà. D'ailleurs, quand vous allez chez Disney, enfin quand j'y étais allé il y a longtemps aux États-Unis, je me rappelle, à Disney, il y avait une attraction et avant il y a des pré-attractions et il y avait une pré-attraction avant, une des attractions, je crois que c'était le manoir hanté, donc le truc où il y a le plus de monde qui allait ou un truc comme ça. Et à un moment, il y avait un film sur les États-Unis et We are the nation of the nations. Ça, je m'en souviens encore. Nous sommes la nation des nations. Donc, quand vous voyez ça, vous dites, bah ouais, je vais aller me battre pour les États-Unis, parce qu'en fait, les États-Unis, c'est même pas un pays, quoi. C'est en fait un condensé de toutes les nations. Après, quand on regarde un peu plus près et qu'on sort de ce soft power, justement, par Hollywood ou par Disney, etc., bon, on se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça. Légèrement. Harold demande, le réarmement des grandes puissances que nous observons ces derniers temps ne condamne pas le soft power à perdre de son efficacité? Non. Il y a toujours eu du soft power, même quand les puissances étaient armées. Ce qui peut se passer, c'est qu'après on rentre en conflit militaire. Et là, évidemment, dans les périodes de conflit, il y a un peu moins de soft power, mais même si ça existe toujours. Et c'est surtout après, dans le post-conflit, qu'il y a beaucoup de soft power, hein. Quand les Américains ont débarqué, et ensuite, bien sûr, il y a eu énormément de soft power, hein, puis après, pendant la guerre froide. Mais à l'heure actuelle, on est plutôt, d'après les analystes spécialistes, je pense notamment à ceux de l'IRSEM avec lequel je collabore, là, donc l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, on est plutôt dans les nouvelles formes de guerre froide, hein. Je préférerais personnellement qu'on reste dans des guerres froides. Et si on est dans des guerres froides, en général, le soft power, il tourne à plein, hein. Je ne sais pas si vous aviez vu ces remarquables documentaires qui étaient passés, je crois, sur France Télévisions sur les années d'après-guerre en Europe. C'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup avec les migrations à l'intérieur de l'Europe, etc. Et à un moment, il y avait des reportages où on voyait donc on était après 45, hein, on voit des avions américains qui balançaient non pas des bombes, mais des produits culturels américains, etc. Enfin, c'était impressionnant, quoi, à voir. Et balancer ça par les avions, quoi. Voilà, pour dire on va diffuser la culture américaine pour effectivement asseoir notre domination, parce que derrière ça, il y avait évidemment une stratégie, comme vous le savez, de domination américaine. Vous le savez bien, ils sont même arrivés en France avec un gouvernement préétabli, le dollar devait être la monnaie, etc., etc. C'est bien parce que De Gaulle et Churchill qui avaient compris l'intérêt que justement les Américains ne dominent pas trop le continent européen, et donc grâce à De Gaulle appuyé par Churchill qu'on a échappé à ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si je réponds à la question, mais si on en reste à une guerre froide, non, le soft power va être de plus en plus puissant. Après, si on rentre dans un conflit militaire ouvert mondial, là, c'est un problème. Voilà. Bon, on va croiser les doigts, hein. Exactement. Edgar, notre étudiant de première année de master, qui demande, dans l'exemple que nous avons vu de la vente d'Alstom, on voit les problèmes liés à différents népotismes et copinage.
Aujourd'hui, la question de la restriction, voire de l'interdiction du pantouflage est mise en avant, notamment par la gauche française ainsi que par la droite souverainiste. Que pensez-vous de ces mesures? Je pense que ce serait une première marche tout à fait utile, effectivement, d'interdire le pantouflage. C'est-à-dire à partir du moment où un haut fonctionnaire français va travailler dans le privé, ce qui peut parfaitement, ça se passe comme dans les pays du nord de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils démissionnent de la haute fonction publique et qu'ils n'y reviennent pas. Voilà, oui, c'est très une première marche, tout à fait. C'est pas la seule, hein. Il y a tout un travail à faire auprès des élites, enfin de certaines élites, en termes de patriotisme économique, hein. Je vous renvoie au livre qui vient de sortir, hein, de Fayol, hein, sur ces Français qui travaillent pour l'étranger. Voilà, parce que lorsque vous regardez les Américains, vous voyez qu'en fait aucun grand dirigeant américain n'est allé travailler pour une entreprise qui ne soit non américaine. C'est vrai qu'ils ont peut-être plus de choix aussi, mais enfin quand même. Les Russes, je crois qu'ils ont interdiction pendant 5 ans, lorsque vous avez notamment travaillé dans la haute administration russe sur des sujets confidentiels, d'aller travailler à l'étranger, etc. Donc voilà, pour répondre vraiment clairement à la question, c'est une première marche, bien sûr. Ils pourraient le prendre très facilement, ça c'est un décret. Hein. Enfin, un décret, c'est assez facile à prendre. Hein. Mais bon, apparemment, c'est pas dans l'air du temps. Une question de Sissoko. Comment qualifiez-vous la convergence de la domination d'entreprises de bords différents dans l'exploitation des minerais dans le nord du Congo? Alors, je vais dire un truc énorme, je ne sais pas. Je ne suis pas suffisamment connaisseur de cette situation du Congo et des minerais pour vous répondre. Désolé. Voilà. Je n'ai pas réponse à tout. Voilà. Très bien. Faudrait-il un soft power français ou européen, sachant que la rivalité et la division entre les pays de l'UE est toujours forte? À ce titre, le Covid révèle les forces relatives de certains pays comme l'Allemagne. C'est une question de Francis. Il y a un soft power français, d'ailleurs j'en ai parlé, hein, oui, qui n'est même pas négligeable. Il ne faut pas non plus. Alors, en France, on est toujours dans un excès ou dans l'autre, soit on ne supporte pas la critique, donc soit on ne se critique pas, soit on s'auto-flagelle. C'est l'un ou l'autre. Hein. Donc je pense qu'on peut avoir une position, ça a toujours été ma position, moi qui aime bien châtie bien, mais une position intermédiaire, quand ça ne va pas, on le dit, et puis quand ça va, on le dit. Donc il y a un soft power français, s'améliorer bien sûr, appuyer, développer, faire en sorte qu'il ne périclite pas surtout, c'est plutôt ça qui, éventuellement, la perte d'influence de la langue française qui pourrait être inquiétant, parce que les autres derrière, bien sûr, sont là pour mettre des pots de banane. Vous inquiétez pas, c'est normal d'ailleurs. Hein. Soft power européen. Si on parle donc des instances européennes, il existe quand même, enfin, il a existé. Moi-même, j'ai été assez séduit à un moment par les chants, les sirènes européennes. Je sais que l'Hilléry est présidé par un des hauts représentants de la Fondation Schuman. Je vais lui faire de la peine, je ne sais pas s'il écoute, etc. Mais qui ne se trompe pas. Moi, je suis un partisan de l'Europe dans un principe de subsidiarité, parce que je pense que le problème de l'Europe, au sens européenne, c'est qu'elle est là où elle ne devrait pas être, elle n'est pas là où elle devrait être. Mais je pense qu'un soft power européen pourrait appuyer les soft powers nationaux. Ce n'est pas antinomique. On peut avoir des systèmes à plusieurs niveaux. L'Europe porte un message. Donc, à partir du moment où elle porte un message, etc., elle peut y avoir un soft power. Mais c'est vrai qu'avec l'élargissement, c'est le problème en fait, et vous savez bien, mais c'est pas vrai que dans le soft power. Le problème aujourd'hui, c'est l'élargissement de l'Union européenne. Bon, lorsqu'on avait des pays qui avaient à peu près les mêmes valeurs, ça allait. On a intégré des pays qui, vous savez bien, aujourd'hui, ont élu des dirigeants qui n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs, et je vous en avais parlé tout à l'heure avec le club 16+1, et ça, les Chinois, qui font de l'intelligence politique, hein, l'ont parfaitement compris, ils sont allés là où ils voyaient bien qu'on n'était pas tout à fait dans le même univers. Et ça, c'est un des problèmes majeurs de l'Union européenne. Parce qu'en fait, pour faire du soft power, il faut quand même, mais ça c'est vrai dans plein de domaines, il faut quand même qu'il y ait une cohérence entre ses actes, entre son discours et ses actes. Donc si d'un côté, vous portez des valeurs haut et fort, d'ouverture, de liberté, de démocratie, etc., puis de l'autre, vous avez des dictateurs ou des pseudo-dictateurs dans certains pays, je ne parle pas de la France, hein, je vous rassure, hein, eh bien, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de, voilà. Mais bien sûr que l'Europe peut avoir un appui et une forme de soft power, bien sûr.
Alors, une longue remarque et question d'un anonyme. Vous décrivez le soft power comme une manipulation psychologique avec la boucle OODA et le piège d'Alstom. N'y a-t-il pas de phénomène de résistance individuelle? C'est-à-dire l'individu n'est-il pas libre au fond de rejeter la culture qui vient à lui parce qu'il ne reconnaît pas sa valeur culturelle? Et donc en assimilant la culture américaine que vous décrivez longuement, n'y a-t-il pas une reconnaissance de son utilité, de sa pertinence, de son excellence intellectuelle? J'ai l'impression que vous allez au-delà d'une description objective des rouages du soft power. Au contraire, vous diabolisez une machinerie qui pourtant est à l'origine de progrès conséquents et historiques, comme si nous étions, nous Européens, dépossédés de notre force de réflexion, d'analyse et de jugement pour se laisser écraser naïvement par une culture américaine satanique qui vise à transformer la société en un cadre orwellien. Voilà, tout ça. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Parce qu'il y a de multiples questions. La résistance individuelle, la résistance individuelle, parfaitement. Parfaitement, dans le sens où, d'ailleurs, je l'explique bien dans mon bouquin, moi j'ai été parfaitement baigné par le soft power américain. J'en parle même, j'ai côtoyé des réseaux et des think tanks, je ne vous révèle pas lesquels, sinon vous n'achèterez pas le livre, néolibéraux. Hein, j'ai même été quand j'étais jeune étudiant, j'ai fait un peu de militantisme plutôt du côté néolibéral, et j'ai changé d'avis. J'ai changé, enfin c'est pas j'ai changé d'avis. Je me suis extrait en fait de cette influence majeure pour aller plus effectivement du côté du projet européen. Et puis plus aujourd'hui effectivement de plus en plus une sorte de néo-gaullisme, voilà. Je sais bien que c'est pas facile à vendre aujourd'hui, mais voilà, ça c'est le premier truc. Donc bien sûr que la résistance individuelle, elle existe. Mais en même temps, moi j'étais pas une cible. Lorsqu'on regarde en fait les dispositifs américains d'influence envers les élites françaises, on se rend compte qu'elle est extrêmement puissante et surtout qu'elle prend en tenaille. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une influence presque au biberon, et ensuite, vous avez en plus des perspectives qui vous sont offertes qui sont absolument énormes. Et c'est pas que français d'ailleurs. Regardez où passent les anciens commissaires, certains anciens commissaires européens, où ils travaillent, hein, dans quelles institutions américaines, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Diaboliser la machine américaine, ça c'est une question en fait qui est là pour déstabiliser, mais qui est une question totalement, on va dire, perverse et malhonnête, puisqu'en fait, je ne la diabolise jamais, le système américain. Jamais. Alors je sais bien que dès qu'on parle de l'influence américaine, les alliés des États-Unis vont vous dire que vous diabolisez les Américains. Absolument pas. Absolument pas. Je suis le premier à dire qu'il y a des auteurs remarquables. Je remarque d'ailleurs que je parle de Nye, je m'appuie donc sur des écrits américains. Je vous ai parlé tout à l'heure de Harvard, de personnes comme Pinker, on pourrait parler d'Harari, etc., etc. Bien sûr que les États-Unis ont un côté tout à fait positif, il y a des choses exceptionnelles, ils ont fait des choses incroyables. Néanmoins, moi je ne suis pas américain, et moi je pense quand même à la fois aux travailleurs français, aux intérêts français, et je regarde la situation économique de la France, et je pense quand même que dans la vie, il vaut mieux être souverain, vaut mieux être décideur qu'être sous tutelle. Donc si on préfère être sous tutelle, après tout ça peut être confortable, c'est un choix. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne faut quand même pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Mais pas être naïf, ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas l'intelligence du système américain, ça ne veut pas dire qu'on ne dialogue pas avec l'américain, mais il ne faut pas se leurrer. On ne dialogue jamais lorsqu'on est faible. Lorsqu'on est faible, on fait semblant de dialoguer, les autres vous écoutent poliment, mais ils vous imposent. Voilà. Donc, il faut être fort pour dialoguer. Mais bien entendu qu'il faut aller aux États-Unis, qu'il faut aller à New York. De toute façon, voilà, il y a une forte influence européenne des États-Unis et une forte influence américaine de l'Europe. Mais il ne faut rien laisser sur la souveraineté. Lorsqu'on n'est plus capable de décider pour soi, là, ça devient absolument dramatique. L'exemple que je donne souvent, c'est celui de Energia do Portugal, la première entreprise portugaise, hein, l'EDF, qui quand même devait être acheté par un fonds chinois, un fonds d'investissement chinois, et
qui s'est vu le refus de ce rachat chinois par, en fait, les Américains. C'est-à-dire que les Américains ont dit non, vous ne rachetez, aux Chinois, vous ne rachèterez pas la première entreprise portugaise parce que cette entreprise a une filiale aux États-Unis dans les énergies renouvelables, etc. Donc, sur le sol européen, on a vu un fonds chinois se faire interdire de racheter une entreprise européenne par un système américain. Là, je dis, je suis désolé, hein, si je discutais avec cette personne, je dirais, là, je dis, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on n'est plus souverain. Et ça, c'est très grave. Voilà. Et à partir de là, pas de caricature, pas de diabolisation justement des positions. Je sais bien que c'est très à la mode. Hein, dès qu'on n'est pas d'accord, on est un complotiste, etc. Non, bien entendu que non. Donc il ne faut pas se tromper. Soft power américain, je suis le premier, je regarde Netflix, je suis allé chez Disney, etc., etc. Mais je pense que la France doit être souveraine et l'Union européenne doit être indépendante stratégiquement. Pour changer de pays, quels sont les objectifs et les effets du soft power japonais? Soft power japonais, c'est pas du tout comme soft power américain. Enfin, après, il faudrait voir pays par pays, mais très clairement, c'est d'ouvrir des marchés. Et de ce point de vue-là, le soft power japonais a ouvert. Il suffit, moi j'ai des enfants à la maison, des ados, il faut voir la place des mangas. Donc c'est un business exceptionnel. Pokémon qui existe depuis des années, les cartes s'échangent encore à l'école maternelle, etc. Alors là, c'est pas un soft power du tout de formatage des élites comme les Américains, hein, c'est pas du tout le même. C'est plus un soft power qui vise à faire en sorte que le Japon, qui reste un petit pays en nombre d'habitants, reste une puissance économique importante, et ce qui est le cas, hein, si vous regardez les chiffres, si vous regardez la force de frappe de Sony, si vous regardez, voilà, c'est un soft power, et puis qui aussi au départ avait quand même pour objectif, et tout à fait louable de la part des Japonais, de aussi redorer une image qui était quand même extrêmement marquée par la Seconde Guerre mondiale, par ce qui s'était passé. Ils ont redonné une image extrêmement soft, c'est le cas de le dire, par les mangas, par la culture, par les dessins animés, etc., etc. Voilà. Donc l'impact, il est surtout, je pense, économique. Hein. C'est ouvrir des marchés. Et ils le font remarquablement bien, et avec à la fois des technologies et aussi du storytelling et des histoires qui sont absolument remarquables. Hein. Très bien, genre, je crois qu'on va pouvoir terminer. Nicolas, je n'ai plus la question sous les yeux, mais quelqu'un demandait comment est-ce que la France pourrait développer son soft power, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour développer sa culture française et son soft power à l'étranger. Peut-être en guise de conclusion. Non, mais c'est extrêmement large. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est d'abord faire du soft power un des instruments du retour à la souveraineté, de retrouver sa souveraineté, qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des échanges commerciaux avec d'autres pays, c'est pas l'autarcie, la souveraineté. Hein. Donc, faire du soft power un des piliers, une des clés de voûte de la souveraineté. Et je crois que quand même s'il fallait, je dirais, une priorité, c'est la défense de la langue française. Qui, encore une fois, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple québécois que je connais bien, ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert aux autres cultures. On peut parfaitement défendre sa langue, défendre sa souveraineté linguistique et être extrêmement ouvert aux autres cultures. Je pense même que ça va de pair d'ailleurs. Je pense d'ailleurs que moins on défend sa langue, plus on appauvrit sa propre langue, plus même d'ailleurs on appauvrit au final la réelle ouverture aux autres cultures. Voilà une magnifique conclusion qui est tout à fait en accord avec ce que nous défendons à l'ILERI. Merci beaucoup Nicolas pour cette belle soirée. Il y a encore énormément de questions, donc j'invite les personnes à te suivre sur les réseaux sociaux. Tu vas publier ce diaporama sur ton site internet. 5 minutes, voilà. Voilà, et on peut te retrouver aussi en cours du soir à partir du 16 décembre, puisque tu donneras un cours du soir à l'ILERI sur la période des fêtes pendant 8 séances de 2 heures. Voilà, et la conférence sera bientôt en ligne également sur la chaîne YouTube de l'ILERI. Merci à tous d'avoir été présents ce soir et à la semaine prochaine. Merci Nicolas. Merci, au revoir.